on arrive dans la dernière partie finalement de notre journée, qui est passée très vite. Alors récemment, j'étais dans un colloque et on m'a dit, après une journée, là, il faudrait se lever, il faudrait bouger. Alors quand on parle de santé publique, je me sens mal de dire, on ne fait pas de pause et on continue. Alors j'aurais envie de dire, éteignez votre caméra, levez-vous, bougez les bras, essayez de bouger. Mais je pense qu'il y a une dynamique là dans le colloque session. Ouais, c'est ça, Sabine, on y va. On bouge tous les choses, mais ce n'est pas évident en tout cas. Donc là, on va évidemment beaucoup d'informations hein, depuis ce matin. Puis, tu sais, j'avais commencé en fait avec, vous vous rappelez la photo de l'avalanche. Là, tu sais, on s'est retrouvés dans une incertitude. Et en fait, il y avait un autre élément que je trouvais important, c'était l'avalanche de toute cette information, de ce contexte. Puis on finit avec ça aujourd'hui, la journée. On a essayé d'aller chercher des données auprès de la population, auprès de différentes façons, différents sous-groupes même de population. On a vu avec certains parents, quand ça touche les enfants, tu sais, quand on regarde la littérature sur la perception des risques, c'est important. Donc, il y a toute une série d'éléments en fait, qu'on a montré à travers ces études. Puis, je suis très fière de dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, évidemment, en collaboration avec le Cyrano, incluant nos étudiants, nos professionnels de recherche, et beaucoup de collaborations interuniversitaires. Et là, je pense que c'est le moment d'avoir, en fait, on va avoir deux dernières présentations. Le point de vue du décideur, et on a la chance et l'honneur et le privilège d'avoir le docteur Le Sart avec nous aujourd'hui pour justement un petit peu nous donner son point de vue quand il y a toute cette information-là qu'on vous envoie en fait. Vous êtes aussi capable de regarder la une des médias, de regarder évidemment ce qui se dit sur les réseaux. Parfois on le sait, puis on l'a vu, pas facile d'être un décideur public dans un contexte de crise où on s'accroche. Hein. Vous avez vu le premier graphique que je montrais, on est tous sur Twitter ou tous devant. C'est la première source d'information, les conférences de presse du Premier ministre, une période justement au début. Donc, il y a tous ces éléments-là, donc ça va être intéressant de vous écouter. Alors, je vais vous dire quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais vous êtes docteur Le Sart, donc directeur de la santé publique de Montréal pendant 20 ans. Le docteur Le Sart s'intéresse depuis longtemps aux déterminants sociaux et aux effets des inégalités sociales sur la santé. Aujourd'hui, médecin consultant, était nommé directeur de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, le temps que dura la pandémie de Covid-19. C'est écrit sur le site, vous nous en direz peut-être plus. Notamment siégé au conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal, a travaillé à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, où il a notamment participé au développement du plan global de stratégie sur la lutte au cancer. Je remercie Roxane qui a fait l'intervention pour pouvoir vous inviter aujourd'hui. En tout cas, on vous écoute et je vais partager votre présentation. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là et d'avoir entendu toutes ces belles présentations et ces informations toute la journée. La façon dont j'ai conçu ma présentation, c'est que je me suis dit, je vais présenter mes problèmes, puis je vais voir si dans le courant de la journée, on m'a présenté des solutions. Alors, le titre, c'est « Influencer les comportements en période de pandémie. Quels sont nos moyens? » La suivante, s'il te plaît, puis merci Nathalie de m'aider parce que, heureusement, j'ai vu une jeune personne tout à l'heure avoir les mêmes difficultés que moi pour présenter ses propres diapos. Alors, ça m'a réconforté beaucoup. J'ai été directeur de la santé publique par intérim dans la Lanaudière du mois de mars l'année dernière jusqu'à janvier cette année, à la demande du ministère parce qu'il ne trouvait pas de directeur de santé publique pour la région. Alors, c'est mon conflit d'intérêt à moi. J'étais directeur de santé publique. La suivante, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais quand même dire quelques mots. Alors, comme je le disais, c'est quand même très réconfortant là, pour un directeur de santé publique un senior, à tout le moins en âge, là, en santé publique, de voir toute votre capacité intellectuelle dédiée à un problème de santé publique pour mieux comprendre et agir. Et puis, j'aimerais aussi souligner, pendant que j'ai le crachoir, l'implication des universitaires à nourrir la réflexion et leur présence dans les communications en grand public durant toute la période, et je sais que ce n'est pas terminé. Je vous en remercie beaucoup. Bravo. On a besoin de votre présence dans les médias. C'est très important. Alors, je vais aussi dire un petit mot, quand je suis arrivé à Lanaudière, un peu les défis que j'ai vécus, juste pour ramener une perspective terrain, là. Je me suis aperçu que la capacité de surveillance n'était pas tout à fait ce que je souhaitais. On avait une difficulté d'accès aux données. Rentrer les données, c'était compliqué, les faire sortir également. Ça a duré plusieurs mois. La capacité technique de surveillance, les logiciels automatisés, ça n'existe pas dans toutes les régions. Il y a des régions qui sont beaucoup mieux équipées que d'autres.
Et la capacité d'analyse épidémiologique aussi est très différente d'une région à l'autre. Je pense qu'avec les mois, ça s'est amélioré partout. Mais quand même, au point de départ, là, on voit que le réseau, le système de santé publique aurait pu être mieux équipé qu'il l'était au point de départ. Et je pense que c'est sûr qu'il y avait eu la question des coupures là-dedans. Et la question des coupures est intéressante, 30 secondes, parce que quand il y a eu les coupures, il a fallu mettre des gens à la porte, malheureusement. Et les gens qui sont partis, ce sont les gens les plus jeunes. Donc, c'était la relève et tous ceux qui connaissent davantage les technologies modernes pour pratiquer la santé publique. Donc, quand on dit que les coupures, c'est juste une question d'argent puis de ressources, comme si de rien n'était, ce n'est pas vrai. C'est la capacité présente et future qu'on a fait disparaître et qu'il faut rééquiper maintenant. Bon. Alors, je pense que la diapo ici est intéressante en ce sens que, comme directeur de la santé publique, là, moi, j'avais des attentes des comportements de la population générale. Je voulais que les gens soient capables d'identifier leurs symptômes et les parents, les symptômes de leurs enfants. Je m'excuse pour la faute. Je voulais que les gens s'isolent rapidement, qu'ils se fassent tester, qu'ils restent isolés en attendant le résultat de leur test. S'ils étaient positifs, bien évidemment, qu'ils s'isolent pour 14 jours. Si négatif, 2 mètres, lavage des mains, porter le masque. Et vous voyez, j'ai mis des points d'interrogation et le numéro 6 aussi, c'est un point d'interrogation dans le milieu là, pour rester isolé en attendant le résultat parce que je suis certain, en fait, même si je n'ai pas de données précises, que ce sont des failles importantes dans le contrôle de l'épidémie. Les gens ne s'isolaient pas rapidement. Ils ne restaient pas isolés en attendant le résultat. Il y en a qui allaient travailler. Isoler 14 jours, on sait bien là, que dans des milieux, ce n'était absolument pas possible. Et porter le masque, lavage des mains 2 mètres, c'est encore un problème. Et dans certaines régions, il y avait d'autres comportements qui étaient attendus. Donc, de respecter le non-accès aux régions et sous-régions rouges, parce que dès le départ, en tout cas dans ma région, on a commencé à isoler des sous-régions, en particulier la région de Joliette. Il y avait de respecter les interdictions propres à chaque région. Et on a vu des gens de Montréal qui venaient au restaurant dans la Nodière parce que ce n'était pas fermé. En tout cas, on a vu tout ça. Les rassemblements, mais tout le monde est au courant qu'il y en a encore. Et respecter le couvre-feu, ça aussi, c'est des comportements qui étaient attendus. Alors, vous voyez, il y a des comportements qui, d'un point de vue de directeur de la santé publique, là, on aurait aimé ça, c'est ce qui était attendu. Bon, jusqu'à quel point c'est arrivé, évidemment, on sait là, que c'était loin d'être parfait. Vous nous avez présenté aujourd'hui des données qui le démontraient, avec des caractéristiques des personnes qui respectent ou pas, jusqu'à un certain point, là, les comportements attendus, mais c'est intéressant. La suivante, j'ai essayé de... Ah, mais il y a d'autres comportements attendus. C'était la question de la vaccination. Alors, se faire vacciner en fonction des priorités et de son groupe et de recevoir la deuxième dose, c'est un comportement que nous souhaitons également voir arriver. Et ce n'est pas fait encore, hein, on comprend. Alors, quand je regarde aussi du côté des moyens, la suivante, que nous avons utilisés, alors il y avait des moyens du palier national, les conférences de presse nationales, Premier ministre, Dr Arruda, le ministre de la Santé, les journalistes, écrits électroniques, réseaux sociaux, des commentateurs scientifiques, dont certains d'entre vous qui ont parlé. Donc, on voit ici, là, je commence déjà à le mentionner, de la communication et de l'information. Ensuite, au niveau régional, la suivante. Alors là, j'ai mis toute la liste de choses qu'on a faites. Il y avait des communiqués de presse de la Direction régionale de santé publique du 6 où moi j'étais. Alors, on informait presque quotidiennement sur l'évolution, le nombre de cas, la courbe aplatie ou pas, des conseils qu'on a répétés sans arrêt. Il y avait le site web du 6 qui présentait également ces informations. J'ai donné des points de presse régionaux. J'intervenais dans les médias locaux 3 fois par semaine et c'était répété plusieurs fois par jour. On organisait des projets de mobilisation communautaire dans certains quartiers et des groupes défavorisés avec les organisateurs communautaires de la DRSP. On travaillait avec les gens qui travaillaient en sécurité alimentaire ou insécurité alimentaire.
Alors, il y avait de la nourriture, mais qui venait avec des conseils, qui venait avec des masques, qui venait avec donc de l'information. On organisait des campagnes d'information avec les maires des municipalités et les préfets des comtés qui ont organisé des campagnes, comme une qui s'est appelée On ne veut pas tomber dans le rouge. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour pas que la région tombe dans le rouge? Donc, c'était à la fois une menace et un incitatif à faire les bons gestes là, pour rester dans l'orange et pas tomber dans le rouge. Il y avait des rencontres hebdomadaires tous les jeudis matins avec les élus locaux, c'est-à-dire les députés provinciaux, les maires des municipalités et les préfets des comtés. Il y en avait 5 préfets, mais une quinzaine de maires. J'ai fait des clips avec moi-même et d'autres professionnels de l'hôpital en particulier pour des sites web encourageant les bons gestes. Il y avait, bon, on a aussi travaillé, alors vous voyez presque tout ce que je viens de mentionner, là, c'est de la communication, c'est des campagnes de communication, c'est la communication au sens très traditionnel du terme où on passe de l'information. Mais il y avait également d'autres types d'interventions qui étaient, par exemple, bon, l'accès facilité pour le dépistage. Alors là, on tombe plutôt dans des approches de marketing, c'est-à-dire que si on réduit le temps de réponse au téléphone, les gens vont probablement appeler plus rapidement. Et puis, s'ils peuvent prendre un rendez-vous plus vite, c'est mieux. Si on leur retourne plus rapidement les résultats, eh bien, ils ont peut-être de chances de s'isoler plus rapidement. Donc, et on a fait aussi des appels, évidemment, tout le traçage là, pour les enquêtes, le traçage et l'isolement. Donc, des communications individuelles avec chaque personne qui s'est fait dépister, qui était positif. Et ça, c'est des milliers d'appels. Et bon, on a pris également des décisions pour confiner des sous-régions et la mise en application. Alors ici, on est plus dans des contraintes, là, des environnements. Donc, on contraint des comportements ou on souhaite plutôt les contraindre. Et les policiers faisaient des barrages routiers pour encourager les gens à ne pas se déplacer inutilement. Alors, vous voyez, on est plutôt, la grande majorité de nos interventions, ce sont des interventions de communication et quelques-unes de marketing, mais je le déplore beaucoup parce que je dirais qu'en fait, je pourrais peut-être rajouter une note, c'est que le ministère contrôle je ne sais pas présentement, mais contrôlait toutes les communications de toutes les directions régionales. Et il a fallu, avec le docteur Arruda, faire des démarches parce que c'est le mandat du directeur régional de santé publique de communiquer, d'informer la population. Et il craignait tellement qu'on dise le contraire de ce que le ministre ou le docteur Arruda allait dire. Évidemment, on n'était pas assez idiot pour ça, mais il a fallu se dégager des marges de manœuvre locales pour pouvoir être capable de parler à la population directement. Alors, il y avait ça aussi, là, mais disons que ça s'est quand même bien passé globalement. Mais vous voyez, c'est de la communication typique. Et ça, c'est venu beaucoup même si on a questionné ces approches-là, il y a très peu d'approches marketing. Il y a très peu d'approches de nudging. Il y a un exemple de nudging que je donnerais. C'est quand il y a un décret assez récent qui disait que si vous ne voulez pas vous faire vacciner comme travailleur de la santé, on vous demande, si vous voulez continuer à travailler et avoir votre salaire, de vous faire dépister 3 fois par semaine. Alors, c'est un nudging, mais qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on encourage les gens à prendre la bonne décision. Mais autrement, il n'y avait pas vraiment, je dirais, d'innovation dans la façon de communiquer et, au-delà de la communication, de faciliter les bons choix. Alors, c'est quelque chose que je voulais mentionner. La suite, s'il vous plaît. Moi, je pense que c'était voyez-vous, là, on a parlé aujourd'hui, dans la première présentation là, du groupe iCare, qu'il y a un sous-groupe dans leur groupe de recherche qui parle de marketing. Mais aujourd'hui, là, je n'ai pas vraiment entendu parler bon, on a parlé des comportements, mais jusqu'à quel point on a parlé de placement et du prix en termes de temps d'attente pour les services et tout ça, qui sont tous des gens qui œuvrent en marketing, savent comment influencer les comportements.
Et moi, je ne les ai pas trouvés présents dans la campagne COVID là, depuis le début. Puis aujourd'hui, j'ai peu entendu d'informations à ce sujet-là. Et bon, l'autre point là, que je termine, mais en tout cas là-dessus, la suivante, je pense que j'ai rajouté quelque chose sur... bon, je vais y revenir, mais la suivante, s'il te plaît, Nathalie. Il y a des gens qui ont parlé d'économie behaviorale ou d'économie comportementale. Et si je vous disais qu'au tout début de la campagne, j'ai mentionné le mot nudging dans une rencontre de responsables des communications au ministère et les gens ne connaissaient pas le mot nudging en 2021. Okay? Et puis économie comportementale, puis biais de comportement, c'est quelque chose qui n'est pas connu, alors qu'en Angleterre, il y a quelques années déjà, il y avait un bureau du nudging dans le cabinet du premier ministre et bon, tout ce que ça impliquait. Alors, vous voyez, je trouve que on s'est, comment dirais-je, on s'est donné les moyens traditionnels, mais on n'a pas innové vraiment. On ne s'est pas servi des connaissances actuelles pour changer les comportements, alors qu'on aurait pu, mais comme les réflexes des gens de com et puis des gens en politique, c'est d'utiliser les communications, ils n'ont pas cette vision large des moyens à prendre pour modifier les comportements. Et moi, ça me déçoit qu'en 2021, on ne se soit pas servi de cette connaissance nouvelle-là. Alors, je le déplore. Alors, je vais conclure. Je ne finirai pas de conclure, mais j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, bon. On a entendu parler aujourd'hui beaucoup des comportements. Bon, les comportements, on nous a décrit des attributs ou des caractéristiques des comportements. On a dit, bon, les genres ne se comportent pas de la même manière. Dépendant du niveau d'éducation, on ne se comporte pas de la même manière. Du niveau de revenu, on ne se comporte pas de la même manière. Donc, on est capable de... Bon, il y a le quoi qu'on a décrit. On a décrit qui fait quoi, mais on n'a pas décrit le pourquoi on fait quoi ou pourquoi on ne le fait pas. Et c'était une de mes interventions aujourd'hui qui disait, oui, oui, mais pourquoi, par exemple, les femmes enceintes qui sont moins ouvertes à l'idée peut-être de se faire vacciner, bien, il faut pousser l'affaire. Parce que si on veut développer des messages qui portent auprès des personnes pour qui ça compte pour nous, il faut être capable de comprendre au-delà des attributs individuels, les croyances et les valeurs. Et je pense que, et ça là-dessus aujourd'hui, là, je n'ai pas entendu grand-chose là-dessus. La même chose au niveau des peurs. On a mentionné l'anxiété, le mot peur est revenu quelquefois, mais un peu avec le pourquoi des non-comportements ou des comportements qu'on ne veut pas voir, le rôle de la peur là-dedans. Parce qu'on sait qu'en santé publique, là, la perception du risque, quand le problème vient d'ailleurs, c'est pire. S'il est imminent, c'est pire. S'il vient d'une population qui est considérée marginalisée, c'est moins pire. Donc, il y a un ensemble d'attributs de la peur, ou disons, appelons-la de ce qui génère de l'anxiété, qui va faire en sorte que notre comportement va être modifié ou pas. Et ça, c'est toujours dans la question de creuser les raisons pour lesquelles les gens ont certains comportements ou pas. L'autre chose que je n'ai pas beaucoup entendue, c'est que les comportements, ce n'est pas juste une question, bon, je le dis là, d'attributs, c'est une question d'environnement dans lequel on prend nos décisions. Environnement au centre de la santé publique, là, ça veut dire, bon, évidemment, valeurs et croyances, mais ça veut dire aussi système de santé, système de soins, politique publique. Et tout ça a un impact sur les comportements individuels qui vont mener à de la santé ou pas. Ça, là, une analyse systémique des comportements au-delà d'une description des attributs, je n'ai pas entendu ça aujourd'hui. Et pas suffisamment, disons. Il faut quand même que je sois gentil, là. Mais alors, ce que je souhaite c'est qu'on pousse l'analyse dans une perspective d'intervention. C'est sûr que moi, j'ai un biais, là. Mon biais, moi, c'est d'intervenir pour changer le monde. Et puis, je cherche des leviers pour y arriver. Et l'analyse pourrait être, je pense, faite davantage dans une perspective de livrer des leviers qui permettent
de changer les choses, plutôt que de juste les comprendre. Bon, l'autre chose, c'est, j'ai une critique là, probablement que Kim n'aimera pas, mais on a parlé beaucoup du rôle de la psychologie individuelle dans les déterminants des comportements, mais la santé publique, c'est plus que la somme des comportements individuels. C'est également des décisions collectives dans des environnements particuliers. De telle sorte qu'au-delà de la psychologie classique, il y a le rôle de la psychologie, le mot vient de disparaître, là, psychologie de groupe, psychologie sociale. Et là, ça m'amène ça vers le rôle de d'autres disciplines dans l'analyse d'un problème comme celui qu'on regarde aujourd'hui. Bon, les disciplines sociales sont omniprésentes et c'est une bonne chose. On parle de sociologie, psychologie sociale, on parle d'ethnologie ou d'ethnographie. On a parlé d'économie et je pense que ce sont des disciplines tout à fait appropriées. Mais moi, mon problème, il n'est pas disciplinaire. La santé publique, c'est par définition transdisciplinaire. C'est un affaire compliqué. Et il y a des savoirs qui ne sont pas dans les disciplines ou dans les facultés disciplinaires. Il y a des savoirs qui sont en gestion. Par exemple, le marketing. Il y a des savoirs qui sont en droit. Parce que là, on parle de législation, on parle peut-être même de rendre plus obligatoire certains gestes. Les politiques publiques, bon, je ne sais pas si c'est théorique ou appliqué, mais le rôle des politiques publiques, ce qui les détermine, quand les décideurs prennent ou ne prennent pas des décisions qui ont un impact sur la santé, il y a un savoir appliqué là que j'aimerais voir être présent dans un prochain projet de recherche qui impliquerait un petit peu tous les gens qui étaient là aujourd'hui. Parce que tout le monde a un savoir extrêmement important, mais du point de vue du praticien, ce sont tous des savoirs partiels qui ne m'aident pas toujours à prendre les bonnes décisions et faire les bonnes interventions en termes de levier de changement. Alors, je souhaite que vous continuiez à vous intéresser, après la COVID, j'espère, à la prévention des problèmes de santé publique évitables. Évitable, par définition, ça veut dire anthropogénique. Moi, je pense que les problèmes de santé publique qu'on a, ce sont des problèmes qu'on se crée comme individu, comme collectivité. On les génère, nos problèmes. Bien, ils sont évitables, c'est parce qu'on peut les éviter. Et pourquoi ils sont évitables? C'est parce qu'on se les a créés. Et on a aussi la capacité de les éviter, de faire en sorte qu'on les efface, ces problèmes-là. Et je pense que pour ça, ça demande des savoirs conjugués de toutes les expertises que j'ai entendues aujourd'hui. Et j'aimerais ça qu'on aille vers un groupe de recherche, peut-être comme celui iCare, qui est assez large, ou d'autres, où que les gens, entre eux, développent des projets de recherche avec peut-être une consultation quelque part avec les praticiens qui ont des problèmes qui doivent faire partie, je suppose, de la discussion sur qu'est-ce qu'il faut chercher pour trouver des solutions. Alors, je vous remercie. C'était ma présentation de cet après-midi. Merci beaucoup, Dr. Le Salle. Alors, je pense que là, il commence à y avoir une conversation qui s'installait dans le chat entre Kim, avec Sabine, et je voyais aussi Roxane qui acquiesçait plusieurs fois. Donc, je pense que là, on va pouvoir ouvrir la parole en fait à la salle. Si vous avez des questions, je vous laisse aller, Sabine, Kim ou Roxane, si vous voulez intervenir, ou qui d'autre vous poser une question avant qu'on passe à la présentation de Thomas. Alors, je ne sais pas si quelqu'un, Roxane, veux-tu réagir? Veux-tu commencer? Sabine? En fait, moi, je voulais juste réagir en disant que c'est de la musique à mes oreilles de vous entendre, Dr. Le Salle, dire que considérer les nudges et considérer l'économie comportementale alors que vous avez une formation de médecin en santé publique. Et je pense que, et je suis un peu déçue d'entendre que, comme vous le disiez, au niveau du ministère, ils n'avaient aucune connaissance des sciences comportementales et des nudges, alors que c'est quelque chose d'hyper fondamental quand on veut faire de la communication. Donc, c'est ça. Je voulais juste réagir là-dessus en disant merci d'en parler et merci beaucoup. Bon, merci beaucoup pour cette point de vue un peu plus de praticienne. Donc, ça, c'est très intéressant. Je voulais juste ajouter là-dessus que
que les normes sociales sont extrêmement importantes dans notre comportement et nous sommes dans une période où on doit ajuster rapidement les normes sociales pour aider les gens à se conformer avec des mesures. Et je vais juste, nous avons avec Nathalie et Charles, on a mené aussi des questionnaires et une de nos questions sur la perception des risques et une des questions était, est-ce que vous pensez avoir eu la COVID? Et si les gens disent oui, mais je ne me suis pas fait tester, on pose la question, mais pourquoi vous ne vous êtes pas fait tester? Et là, on a eu des réponses, j'avais peur, qu'est-ce que mes collègues pensent de moi? Donc, si on réussirait d'établir comme norme sociale que c'est vraiment pas grave se faire tester. Au contraire, ça doit être une norme sociale de se faire tester. Comme dans d'autres pays, comme moi, je viens de l'Allemagne et je sais que mon frère, il peut aller à chaque jour pour se faire tester. Il y a des centres de tests un peu partout ouverts où monsieur, madame, tout le monde peut aller se faire tester. Donc, il faut, comme vous dites, ça c'est bien de certaines perceptions qui sont peut-être mal perçues de se faire tester parce que ça implique, on a peut-être la COVID, parce qu'on ne s'est pas comporté correctement. Vous voyez, un peu comme ça, quand on essaie de travailler là-dessus avec des psychologues et pour changer le comportement et surtout la perception des normes sociales. Et je pense c'est aussi important que la recherche médicale. Qu'est-ce que ça nous sert d'avoir les vaccins si personne ne veut aller se faire vacciner? Bon, on a vu, ce n'est pas un problème. Les présentations aujourd'hui nous ont montré que ce n'est pas ça le problème. Mais juste de manière générale, il faut qu'on se pose les questions de comment on peut changer les normes sociales pour le faire. Et donc, merci beaucoup de votre présentation, que ça met aussi un peu des pendules à l'heure pour se poser ce type de questions. Et sinon, je vais laisser Kim un peu parler pour notre discussion. Et tu peux remettre ta caméra peut-être si tu veux, je ne sais pas. Eh bien, c'est marqué qu'on ne peut pas, ou tu ne me laisses pas, ou c'est le host qui... OK, non, c'est correct, c'est correct. Écoute, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la présentation de Dr. Lessard. Juste 2 petits points, et je vais commencer avec le dernier point de Sabine. En fait, pour moi, il y a plusieurs explications psychologiques pourquoi les gens ne veulent pas se faire tester. Puis un très, très simple, et le fait que se faire tester vient avec beaucoup de responsabilités par la suite. Puis si je teste positif, bien là, j'ai des décisions à prendre. Hein? Et ça soulève toutes les préoccupations en lien avec est-ce que je dois m'absenter du travail, puis qu'est-ce qui va se passer par la suite, comment je vais être jugée par mes amis, mes proches, qu'est-ce que je fais avec mes enfants, est-ce que je vais devoir appeler l'école pour dire, etc. Alors, ça vient avec énormément, un énorme fardeau de responsabilité. On dit, vas-y vous faire tester parce que c'est bon et c'est ça qu'on a besoin et c'est positif, mais ça ignore l'énorme poids que ça peut amener. Et le fait aussi, encore plus simple que ça, que c'est pas fun de se faire tester pour le COVID non plus. Bref, ça, c'est juste une réflexion très, très simple d'un psychologue qui travaille là-dedans depuis très longtemps. Et pour moi, de voir qu'à peu près 50% des Québécois ne se présentent pas pour se faire tester depuis plusieurs mois, moi, je trace ça des données INSPQ, puis je trouve ça à la fois un peu scandaleux aussi, les gens qui sont non seulement symptomatiques, mais qui ont été en contact proche avec un cas positif. C'est eux qu'on cible pour le testing et ils ne se présentent pas. Alors, bref, c'est une grande inquiétude de ma part, mais j'ai beaucoup d'explications pour ça, entre autres, qu'est-ce que je viens de dire. Mon deuxième point et dernier point, juste pour être rapide, c'est que le plus que je travaille avec les gens en santé publique, c'est intéressant, j'ai commencé un peu plus parce que moi, je viens de la domaine de la santé, maladie chronique et tout, mais je viens de la domaine quand même de la prévention. Oui, je vais intervenir auprès des gens qui sont déjà malades, mais je me considère comme quelqu'un qui se préoccupe un peu des mêmes affaires que des gens qui travaillent en santé publique. Je les trouve un peu mon monde. Mais j'ai l'impression qu'ils ne trouvent pas les gens qui travaillent en sciences comportementales ou en médecine comportementale comme faisant partie de leur monde. C'est comme la santé publique, c'est population, puis la médecine comportementale, c'est individuel. Et ça ne peut pas être plus loin que la vérité. En fait,
pour changer les attitudes, les croyances, les comportements, pour motiver une population, ben, c'est les mêmes principes de base. Et je pense que quand j'ai dit « j'aime pas les nudges », j'aime bien Sabine, les sludges, en tout cas, j'ai jamais entendu ça, mais je l'adore. J'aime pas ça dans le contexte de santé. Pourquoi? Parce que dans toutes nos interventions, on va toujours promouvoir l'observance plutôt que le compliance. Puis en médecine, on entend parler beaucoup de compliance versus adherence. OK, c'est les deux mots bons. Mais quand les gens sont compliant, soit qu'on parle au niveau populationnel ou individuel, c'est les gens qui font qu'est-ce qu'on leur demande de faire. You do what you're told, point. OK? Quand on vise que les patients observent, soit démontrent une adhésion à des comportements de santé ou des consignes sanitaires, bien, voici la définition du World Health Organization. Compliance is when people engage in the behavior because they agree with the recommended treatment course. Alors, ça implique, il y avait des discussions qui ont eu entre le professionnel de la santé ou le ministère de la Santé publique et la population vont suivre les directives parce qu'ils croient que c'est important, je suis d'accord, je suis partant. Et c'est ça qu'on voit chez les gens qui sont pas hésitants, qui écoutent les consignes. Écoute, tout le monde croit que c'est important, ça va nous apporter des meilleurs outcomes, ça vaut la peine, et les gens qui suivent pas, croient pas. OK? Alors, le plus et le problème avec le défi en lien avec le respect des consignes sanitaires dans le contexte actuel, c'est qu'on vient changer le comportement, pas pour 2 semaines. C'est pas une pilule ou un antibio qu'on veut prescrire pendant 2 semaines. OK? C'est des comportements qu'on veut que les gens adoptent en continu pendant des mois et peut-être des années. Et ça prend une autre intervention, une autre approche que de les taper sur les doigts, les nudges. On veut que les gens s'auto-régulent, qu'ils font ce qu'ils ont à faire, même quand on n'est pas là pour les surveiller. Et ça prend des approches très différentes que quand on veut changer un comportement à court terme. Et c'est ça que je veux dire quand j'ai dit les campagnes qui suscitent la peur. En fait, toutes les campagnes qui suscitent des émotions négatives sont, en règle générale, très faibles en efficacité. Pourquoi? Parce que les émotions des êtres humains changent comme ça, ils changent sur le coup. Alors, si la personne a peur, puis c'est pour ça qu'ils font le comportement, bien, dès qu'ils ont plus peur, bien, ils le font plus. Alors, c'est pour ça que c'est pas une stratégie très fiable, surtout quand on cherche que les gens s'autorégulent dans leur comportement à long terme. Et c'est pour ça que ça prend, d'après moi, un peu d'expertise dans les sciences comportementales de base, du comportement humain normal, pas anormal ou clinique. Oui, Dr. Lessard. Je ne sais pas si on a le temps vraiment, mais écoutez, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, mais il y en a vraiment une avec laquelle je suis totalement d'accord. C'est l'idée de convaincre les gens à long terme. Je pense que ça n'explique qu'une partie du problème. Et les gens de santé publique réagissent à ce que vous dites de cette manière-là, parce que nous, on pense aussi que quand des politiques publiques changent, ça a énormément d'impact sur les comportements, même si les gens ne les ont pas, je dirais, acceptés volontairement. Donc, il y a effectivement un lien entre le choix individuel puis le choix collectif, parce que les élus n'iront pas voter des politiques publiques qui vont enrager la population, ils veulent se faire réélire. Mais en bout de ligne, d'un point de vue de santé publique, les politiques publiques, ça fonctionne. Les environnements favorables, dont le nudging, ça fonctionne. Et d'attendre que les individus intègrent la connaissance, alors qu'on sait très bien, il y a des gens qui en ont parlé aujourd'hui, ce n'est pas la connaissance qui fait la différence de comportement. C'est entre autres ça et bien d'autres choses. Et c'est pour ça que je trouvais dans une présentation où on parlait tant de psychologie individuelle qu'on manquait, je dirais, 80% de la variance. Il faut regarder l'ensemble des facteurs qui jouent et ne pas se concentrer sur un seul facteur. On a déjà fait ça en santé publique, mais ça fait 40 ans qu'on ne fait plus ça. On sait que l'information, ça change pas le monde. Ça aide, évidemment, mais c'est loin de produire les résultats, les changements de comportement qu'on souhaite. Il faut qu'ils soient intégrés, non pas juste par les individus, mais par l'ensemble, bien entendu. Mais au-delà de ça, prenez l'exemple du sel que je prends très rapidement. 80% du sel que vous mangez, ce n'est pas vous qui le mettez dans vos aliments.
Donc, vous aurez beau convaincre les gens d'arrêter de manger du sel, oui, 20% de leur sel. C'est vrai. Je suis sur le comité d'hypertension du Canada, puis effectivement. Mais là, ça, honnêtement, je pense qu'on est totalement d'accord. Et c'est pour ça que j'adore le modèle Combi de Susan Mickey en Angleterre. Parce que justement, la portion opportunité, ça parle de tous les facteurs donc, que vous venez de mentionner. Il faut construire un environnement pour favoriser l'adoption des comportements parce que juste focuser sur les individus, je suis bien d'accord avec vous, c'est pas suffisant. Ça fait partie de l'équation, mais il faut autant redesigner, si vous voulez, votre environnement pour rendre, exemple, les masques accessibles, abordables, pour avoir le sanitizer à des points d'entrée. Et aussi, pour ça, c'est du la vaccination, ben, vous dites nudging, moi je l'appelle autre chose. Moi je parle behavioral facilitators in the environment, environmental facilitators, les facilitateurs du comportement. Mais je pense qu'on parle de la même affaire et je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est des choses que j'étudie depuis 20 ans. C'est pas, je peux pas vous dire que le nudging, quand c'est sorti, c'était comme « Oh my God, it's so new ». Il faut avoir l'esprit ouvert. Oui, non, je sais. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous là, surtout des profs d'université, on est pas mal tous ça. On est là pour vous, pour la société et tout. On n'est définitivement pas là pour l'argent. Mais en tout cas, ça pour dire, on est vraiment là pour bien faire. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'assister à la conférence aujourd'hui, de vous rencontrer tous. Certains, j'avais déjà connus, mais c'était vraiment un grand plaisir. Et si on peut faire de quoi, la médecine comportementale, les experts en comportement de l'être humain, en guillemets, ben, on est là pour vous, hein, parce qu'on est là pour nous. Merci beaucoup, c'était un très bon mot de transition parce que je pense que ça, c'est de la musique aux oreilles de Thomas, là, quand il voit que les universitaires discutent avec les décideurs et qu'on essaye de trouver des moyens, en fait, hein, de changer de comportement, d'amener, en fait, justement à remettre la santé publique comme une priorité. Et je pense que on va évidemment écouter ta présentation c'est le mot de clôture, mais je pense que c'est des mots qui vont être importants. Donc, je vais te présenter Thomas Bastien, qui est ingénieur, diplômé de l'École supérieure d'agriculture d'Angers en France. Il possède également une maîtrise en génétique de l'Université de Wageningen aux Pays-Bas. Et après avoir œuvré dans le milieu des communications et de la culture pendant plus de 12 ans, notamment à titre de directeur de l'éducation et du mieux-être au Musée des Beaux-Arts de Montréal, il est maintenant directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec depuis 2020. Alors Thomas, c'est à toi pour notre mot de la fin de ce colloque. Et cette discussion qu'on vient d'avoir montre bien en fait l'intérêt, l'importance et les enjeux qu'on a. Alors je te laisse avec le mot de la fin. Merci beaucoup Nathalie. Et je dois t'avouer en fait que je suis un peu jaloux parce que Richard, c'est toujours très compliqué de passer après des présentations de Richard parce que l'inspiration est là et la conversation qui vient d'avoir lieu entre Kim justement et Richard est un peu à l'essence de la conversation que j'aimerais avoir avec vous pour terminer cette journée. Je veux pas prendre trop de temps non plus, hein. Ça a été une journée qui a été riche en données. Je pense que tout comme moi, en fait, vous avez la tête remplie de chiffres, de statistiques, de pourcentages et autres. J'aimerais d'abord te remercier Nathalie et puis remercier également Cyrano, Cresp, Lel et Dépi pour l'organisation de cette journée-là, une journée qui a été quand même extrêmement riche, avec aussi des personnes qui étaient de la relève et des personnes qui sont davantage en fait des doyens en matière de santé publique. Donc des échanges qui sont aussi extrêmement pertinents. On a commencé en fait la journée en parlant d'iCare, de données de l'INSPQ. On a parlé après des données en fait davantage de Cyrano, de Cresp. On a parlé de population, donc des familles, des enfants, des personnes immigrantes et d'autres publics particuliers. On a parlé de personnes qui sont connectées, de personnes qui sont déconnectées, de médias sociaux, de médias traditionnels, de communautés, de sciences comportementales, pour reprendre les mots de Roxane et de Richard. Extrêmement riche en fait parce que l'objectif c'était aujourd'hui de parler de perception de risque et des comportements de prévention dans le contexte de la COVID-19. J'ai l'impression en fait qu'avec les données qui ont été présentées et on parle souvent en fait de gros
de données en fait avec des gros échantillons, hein, certains avec un peu moins, mais quand même des échantillons qui sont quand même très intéressants. J'ai l'impression en fait qu'on a répondu à une multitude de questions, mais que au final en fait il y en a encore plus aujourd'hui. Et ça, en fait, c'est toujours la grosse problématique de journée comme celle qu'on vient de vivre, hein, c'est que il y a une multitude de présentations qui sont faites avec une multitude de résultats qui sont présentés. Et au final, en fait, on en arrive avec plus de questions parce que justement, il y a des angles qu'on est en train de regarder. Et puis, quand on met des études les unes à côté des autres, ben, on se pose une multitude de questions. Il y a peut-être un souhait, en plus des remerciements, il y aurait un souhait. J'espère en fait, et puis ça arrive beaucoup en fait à la conversation entre Kim et Richard, mais qu'il y a des personnes des médias ou des personnes en fait des ministères qui ont été présents aujourd'hui et qui ont pu voir les échanges d'aujourd'hui. J'espère qu'ils ont pu se rendre compte en fait de la richesse des informations qui ont été collectées, qui ont été analysées, qui ont été mises en relation les unes avec les autres pour obtenir un tout aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement intéressant, extrêmement pertinent, d'autant plus en fait que plusieurs des études qui ont été présentées aujourd'hui n'ont jamais été présentées auparavant. Donc j'espère en tout cas qu'il va y avoir une sensibilisation par rapport à ça. Après, la SPQ, son rôle en fait, c'est de parler de santé durable depuis un peu plus de 78 ans maintenant. Et quand on parle de santé durable, c'est certain qu'aujourd'hui, avec les conversations qu'on a eues, il y a des éléphants dans la pièce. Alors, le premier éléphant dans la pièce, hein, de mon côté, c'est quand on parle justement en fait de perception des risques et des comportements de prévention dans un contexte de Covid, on parle de la définition en fait de la santé. On parle de la définition de la santé, et puis j'ai beaucoup aimé la première présentation de Karl Hardy qui est allé beaucoup plus loin en fait que la définition traditionnelle de la santé. On a parlé de définition de la santé environnementale, on parlait de santé collective, de santé individuelle, d'immunité, mais c'est très intéressant en fait de savoir que ce concept de santé, il est beaucoup plus large que le concept de maladie. Et malheureusement, actuellement, en fait, la population, est-ce qu'elle a la véritable définition de la santé? J'en suis pas certain. La définition de la santé par l'OMS, elle est la suivante, c'est que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie. Et aujourd'hui, quand on parle de Covid, quand on parle de prévention et de promotion de la santé, les premières données qu'on nous donne, c'est toujours le taux d'hospitalisation, les décès et les conséquences qui sont reliées à la pandémie. Et c'est très triste en fait, hein, parce que cette définition-là, en fait, elle reflète pas forcément la définition vers laquelle on devrait tendre en tant que société. Et j'aimerais vous lire en fait quelques passages. Hier, il y a eu un très bel échange qui s'est passé entre la chef de l'opposition officielle au niveau du Parti libéral québécois et notre Premier ministre au niveau de la CAQ. Alors, la chef de l'opposition officielle juge que les 3 indicateurs guidant le Premier ministre pour la relance économique de l'après-pandémie, soit le produit intérieur brut par habitant, les investissements privés et le salaire moyen, témoignent d'une vision comptable en plus d'être traditionnelle. Elle indique que le PIB est un indicateur qui est important puisque c'est un indicateur crucial dans la planification budgétaire et toutes les analyses de politique publique. Par contre, on sait que le PIB ne tient pas en compte un certain nombre de choses, notamment la question des inégalités, notamment la question de l'inclusion, notamment le fait que nous ayons des enjeux en matière de pollution. Et ça, c'est très intéressant parce que les publics cibles qui sont justement en fait réticents à la vaccination ou aux gestes barrières sont inclus en fait dans cette volée d'inégalité et d'inclusion aussi. Et à cette réponse, enfin ce commentaire-là, notre Premier ministre répond: je suis surpris que la chef de l'opposition officielle nous dise que le PIB par habitant, la richesse par habitant, pour elle, c'est traditionnel, comme si ce n'était pas important. Je pense que 99,9% des économistes continuent d'utiliser ce premier critère quand on compare la richesse des différents pays. Et c'est là, en fait, la plus grosse problématique qu'on a dans notre société actuelle. Et je pense que, Richard, tu en as parlé aussi, en fait, c'est qu'on est en fait sur une économie qui n'est pas basée sur la santé de la population. On est sur une économie qui est basée sur du profit, sur de la richesse et sur de l'employabilité. Et c'est ça la plus grosse problématique dans la relance économique qu'on a. Et c'est une problématique en fait qui fait en sorte que l'éléphant dans la pièce, c'est que la population québécoise, quand on lui parle de santé, elle pense d'abord à la maladie plutôt que de penser en fait à la qualité de vie.
Alors ça, c'est le premier élément dans la pièce, à mon avis. Il y a un deuxième élément, un deuxième éléphant, pardon, dans la pièce, c'est que heureusement qu'il y a des événements comme celui qui est organisé aujourd'hui. Heureusement, en fait, qu'il y a des organismes comme Cyrano, comme CRESP, des chercheurs comme Kim qui se parlent, parce que en termes de leadership, de recherche, pour la COVID plus particulièrement, j'ai l'impression en fait que ça a été extrêmement compliqué et qu'il y a une multitude d'initiatives qui ont été lancées en fait de manière parallèle, mais qu'il n'y a eu aucune cohésion qui a voulu être mise en place dès le début. Et ça, c'est une grosse problématique en fait parce que il y a une multitude de données qui ont été collectées aujourd'hui. Est-ce que les autres chercheurs sont au courant en fait de ces données-là? Est-ce qu'elles peuvent être combinées en fait à d'autres informations? Ça, c'est une grosse question que je me pose en tant que citoyen, que l'association en fait se pose aussi en fait en tant qu'organisme qui représente la population. Est-ce que les efforts sont mis ensemble pour faire en sorte qu'il y ait une unité de recherche au Québec, qu'on se retrouve avec un cerveau géant de chercheurs et de chercheuses qui luttent contre la COVID plutôt que d'initiatives parcellaires qui sont juxtaposées les unes par rapport aux autres. Et puis j'aimerais d'ailleurs féliciter en fait le travail qui a été fait justement par les chercheurs qui étaient présents aujourd'hui, parce que sans ce travail-là, on aurait beaucoup de questions en fait qui resteraient sans réponse. Ça, c'est un éléphant. Il y a un autre éléphant aussi, hein, et puis je suis vraiment désolé parce qu'il y a beaucoup d'éléphants en fait dans la pièce, mais en même temps, c'est une bonne chose. Est-ce que la population québécoise est en santé? Et ça, c'est la plus grosse question en fait qu'on pourrait se poser, parce que au-delà en fait de la définition que chaque personne habitant au Québec peut se poser par rapport à sa propre santé, est-ce que la population québécoise est en santé? Et actuellement, en fait, et puis je pense que Richard, tu as parlé du sel plus particulièrement, il y a une multitude en fait de données qui devraient être comprises dans une analyse globale de la santé de la population québécoise auxquelles on n'a pas accès actuellement. Pour savoir si une population est en santé, on doit savoir si elle sait écrire. On a parlé aujourd'hui en fait de littératie. On doit savoir si elle fait partie en fait de communautés culturelles qui sont intégrées. On doit savoir si elle a accès à un logement. On doit savoir si elle a accès à une information de qualité. Et toutes ces informations-là, en fait, proviennent de différents ministères qui ne communiquent pas les uns avec les autres en matière de données, plus particulièrement. Et même pour des chercheurs ou des chercheuses au Québec, cette question-là, en fait, elle est extrêmement compliquée. Comment on va aller chercher des données qui vont être des données interministérielles, des données globales, pour donner un bilan de la santé de la population actuelle? Richard, tu disais en fait que quand la pandémie est arrivée, on n'était pas forcément équipé. Je suis certain en fait que si on s'était posé la question de la santé globale et de l'état de santé de la population à travers une étude majeure, qui serait une étude interdonnée, interministérielle, intersectorielle, on aurait pu potentiellement en fait cibler des populations beaucoup plus rapidement et aller donner en fait un soutien à des populations qui sont dans des situations d'inégalité beaucoup plus rapidement également. Donc, ça amène en fait à la toute dernière question qui est, est-ce que ce qu'on vient de voir aujourd'hui comme résultat, est-ce que c'est épeurant? Oui. Est-ce que c'est anormal? J'ai pas l'impression en fait que par rapport à d'autres pays, ça le soit. J'ai pas l'impression aussi que par rapport aux autres études qui ont été démontrées jusqu'à maintenant, ça le soit aussi. Par contre, est-ce qu'on doit intervenir? Oui. Et cette intervention, elle doit se faire aujourd'hui. On a la chance parce que la pandémie est là pour amener en fait ce volet de peur qui nous permet d'avoir un changement rapide de nos comportements. Mais par contre, comme le disaient Kim et Richard à la fin, on a la possibilité d'amener une modification du comportement et de la culture québécoise sur le long terme. Et c'est là-dessus qu'il va falloir se porter aujourd'hui. C'est ces démarches-là en fait qu'on va devoir mettre en place en se basant justement sur les études qui ont été présentées aujourd'hui pour amener à une véritable transformation de la culture québécoise en matière de santé et de santé durable. Donc, c'est pas mal ça. Moi, j'aimerais à nouveau remercier toutes les personnes autour de la table aujourd'hui qui ont fait un travail exceptionnel. J'en ressors avec énormément d'informations que je vais pouvoir partager justement à plusieurs de mes collègues. Et j'espère qu'on aura la possibilité en fait de collaborer à nouveau pour la multitude de thématiques qui ont été abordées aujourd'hui.
Écoute, merci Thomas pour ce mot de la fin. En fait, on voit qu'il y a aussi des questions évidemment qui subsistent et sur lesquelles on pourra travailler. La conversation, elle est enclenchée. En tout cas, on met comme d'habitude tous les acteurs autour de la table, en fait, que ce soit les chercheurs, les décideurs. Donc, je pense qu'on a vraiment une belle collaboration. Merci à tous les conférenciers aujourd'hui. Je remercie particulièrement évidemment Roxane, Sabine et Charles qui m'ont accompagné évidemment dans l'organisation de cette journée et qui étaient des partenaires de Cyrano avec le CRESP, le Lille et le DEPI. Donc, c'était vraiment, on est dans la multidisciplinarité. Merci à chacun des conférenciers. Encore merci aussi aux étudiants professionnels de recherche. C'est toujours important. Pour certains, c'était leur premier colloque et l'ACFAS est aussi ce lieu-là. Mais c'est un sujet vraiment important. Je pense que, tu l'as dit, on est au début d'une discussion. On vient d'avoir une année assez compliquée et ça va continuer. Donc, vous recevrez certainement sous peu en fait, un petit courriel pour les conférenciers pour voir si vous acceptiez de partager votre présentation. Comme ça, on va pouvoir les rajouter sur le site de la conférence. Et aussi, Pauline, ce matin, nous a dit qu'elle enregistrait. Donc, finalement, nous allons en fait mettre en forme en fait, l'ensemble des conférences et on va s'assurer évidemment de transmettre l'information en disant que c'est disponible. Je pense que chacune des présentations amène vraiment beaucoup de choses et on va faire un suivi. Tu peux en être convaincu, Thomas. Puis, on va continuer à discuter en tout cas. Donc, merci beaucoup à tous. Une bonne fin de journée. Bon congrès pour ceux qui continuent avec l'ACFAS toute la semaine. Il y a plein d'autres choses. Je sais qu'il y a Thomas il y a un autre congrès spécifique sur la vaccination. Il y a d'autres éléments sur lesquels demain on travaille sur l'intelligence artificielle, les enjeux justement, la connaissance. Donc, plusieurs autres projets et congrès en fait à l'affiche. En tout cas, Dr Lessard, un grand merci de venir en fait évidemment partager avec nous à la fois votre expérience, vos 20 ans à la tête, la santé publique, mais aussi le fait que vous ayez repris un peu du flambeau, là, je veux dire, pendant la période de la Covid. C'était très riche. En fait, votre slide, vous disiez tout ce que vous avez fait, vous dites waouh! On se dit, c'est vrai qu'il y en avait derrière et on le sait parfois, je veux dire, et puis dans un contexte de crise, c'est facile de dire pourquoi ils n'ont pas fait ça, pourquoi ils ont fait ça, comment ils l'ont fait, comment ils l'ont pas fait. C'est sûr que nous, en tant qu'experts, on a essayé d'aider et puis je sais qu'on a à la fois aidé, collecté des données, on veut apprendre de ces expériences. On ne sait pas vraiment quand ça va se terminer. Puis comme le disait Sabine ou même Roxane et Kim, je veux dire l'ambiguïté ou l'incertitude finalement de la situation nous met dans des situations où on est préoccupé, où on a peur. Et on sait qu'au Cyrano, les travaux sur la préoccupation et l'aversion au risque, en fait, à l'ambiguïté, c'est des travaux qu'on a depuis des années dans différents domaines. Et donc, pour ceux qui connaissent le baromètre Cyrano, c'est depuis 2011, en fait, ça fait 10 ans maintenant qu'on sonde la population. Tous les enjeux de santé publique sont là aussi. C'est vrai que là, on a un choc qui vient de se passer. Et puis aussi, c'était intéressant de montrer les nouvelles méthodes d'analyse. On a parlé à la fin des données non structurées. On essaye de chercher de l'information comme on peut pour améliorer la décision. Alors, je vous remercie tous. Un grand merci à chacun des conférenciers. C'était vraiment une journée passionnante. Et on va continuer à faire un petit peu la promotion de ce qui a été dit aujourd'hui dans nos réseaux sociaux et puis sur notre site Internet. Alors, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.